Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vous présente une vidéo extrêmement originale sur ma chaîne, puisque pour la première fois, il s'agit d'un dialogue, d'un débat avec quelqu'un. Il s'agit en plus d'une introduction, puisque nous avons prévu de faire plusieurs vidéos. Nous avons déjà enregistré pas mal, de quoi faire plusieurs vidéos, et en ce qui me concerne, j'espère que nous allons continuer. Si Bertrand est d'accord, et évidemment, si ça vous intéresse. Je suis au Costa Rica. Toute la première partie que nous avons enregistrée a été faite au Costa Rica. Mais il est possible que quand je publie, je sois déjà de retour au Mexique, voire ailleurs, puisque de nouveau mes plans ont été chamboulés. Vous verrez dans cette première partie que c'est surtout Bertrand qui m'interviewe, je réponds à ses questions. Je suis très heureux de me laisser ainsi diriger pour ce dialogue, puisque je n'ai pas un objectif tout à fait précis en tête, mais nous avons l'intention d'aborder des points sur lesquels nous sommes a priori en désaccord. Je pense en particulier au réchauffement climatique, à la surpopulation et à d'autres sujets liés à l'écologie. Et nous sommes de points de vue et de formation très différentes, puisque Bertrand est ingénieur, géopoliticien, et moi je suis ornithologue, donc je rappelle que c'est donc biologiste spécialisé dans les oiseaux, donc un point de vue très différent. J'ai consacré toute ma vie à l'étude de la nature et à sa conservation, donc ce sont des choses très différentes. Et même si j'ai étudié les mathématiques et la physique à l'université, eh bien nous avons donc des points de vue qui sont potentiellement inconciliables, mais on va voir si en discutant de façon la plus objective possible, en s'écoutant, en essayant de comprendre les arguments des autres, on parvient à faire sortir un point de vue, je dirais, élargi, plus cohérent, qui tient compte des différents centres d'intérêt. C'est un petit peu le but. Maintenant, il y a peut-être des points sur lesquels on restera en désaccord. On verra, ça fait partie du débat, et j'espère que ça enrichira votre réflexion. Je vais laisser Bertrand commencer, et on va voir comment la conversation s'enchaîne. Bonjour Valérie. Bonjour Bertrand, comment vas-tu? Je suis ravi. Eh ben écoute, ça va très très bien. On est tous les deux très loin l'un de l'autre, mais finalement la technologie nous permet d'être proches. Et je tiens à dire avant de commencer notre cuisine à tous les deux pour annoncer ce projet sur lequel on va essayer de travailler sur le long cours, que tu es une des premières personnes que j'avais identifiées quand je suis venu sur Twitter, et j'invite vraiment les gens qui commencent à nous écouter à suivre ta chaîne YouTube, à aller creuser dans les archives, parce que tu fais pas des vidéos consommables en temps réel, tu fais pas du produit ultra frais, tu fais du produit, tu fais de la pléiade YouTube, c'est-à-dire que tes vidéos, même si on les découvre 1 mois, 6 mois ou 1 an après, elles ont exactement le même intérêt, que ce soit tes vidéos sur la géopolitique, sur les questions plus techniques que tu connais, sur les oiseaux, sur la nature et l'environnement, ou même tes récits personnels. C'est passionnant, tu es un conteur formidable. Et donc voilà, je tenais à le dire, et c'est pour ça, entre autres, que je suis là aujourd'hui, et que toi tu t'es réveillé à 6 heures pour que nos agendas s'ajustent. Donc je suis très impatient de démarrer cette série de vidéos avec toi, et j'invite vraiment tout le monde à te découvrir. Alors, on s'est un peu mis d'accord au début. Là, je parle un petit peu plus longtemps, mais c'est pour te faire parler. Donc, est-ce que tu peux nous parler toi? Et je vais poser des questions. Après, tu feras pareil. Et après, on va un peu parler de l'esprit des vidéos qu'on va essayer de développer ensemble, des sujets qu'on essaiera de développer. Tout à fait d'accord. Alors d'abord, je précise qu'on n'a pas préparé tout ça, donc tu es en train de m'encenser, je te remercie, mais c'était pas prévu, c'était pas planifié, hein, c'est très spontané. C'est la première fois qu'on fait ça, tous les deux, donc il y aura sans doute des petits plâtres à réparer. Ce n'est pas du direct, hein, on fera du montage, on coupera s'il y a des choses qui sont trop longues, etc. Et effectivement, je suis à l'autre bout du monde, je suis au Costa Rica en ce moment, dans une zone reculée. Et donc, merci donc pour ce que tu dis. Moi aussi, je suis très impatient de discuter, parce que je trouve intéressant que tu aies une approche qui est... il y a des voitures qui passent, j'espère que ça ne va pas être trop souvent. Tu as une approche qui est, à mon avis, suffisamment scientifique et rationnelle. Alors, ça paraît bête de dire ça, mais c'est quelque chose qui a tendance à se perdre. Moi, j'ai fait des études de scientifique, j'ai toujours travaillé dans des milieux scientifiques, j'ai l'habitude de m'attacher aux faits, de regarder la réalité telle qu'elle est, et je trouve que dans le monde moderne, c'est assez rare.
Et donc voilà, je tiens à préciser qu'effectivement sur Twitter, je vois tes interventions. C'est pareil, tu n'es pas bloqué sur une idéologie, tu n'es pas bloqué dans un camp, à droite, à gauche, etc. Et tu essaies de décrire les faits et je dirais, de pointer là où ça fait mal, de faire réagir les gens. Et donc effectivement, je trouve que tu es parmi les personnes les plus intéressantes. Tu dois être la personne que je retweete le plus. Vraiment parce que ce sont des informations, ce sont des réflexions qui sont vraiment intéressantes. Donc moi aussi, je suis très content de commencer ça. Après, je ne sais pas ce que ça va donner, pour des raisons techniques, etc. Voir comment est-ce que communiquer en direct, ça donne. Mais je pense que ça peut être très intéressant. Alors, peut-être pour commencer, j'aimerais que tu décrives vraiment qui t'es et pourquoi tu te retrouves au Costa Rica aujourd'hui. C'est un peu quelle est cette aventure de vie qui t'a amené à être très très loin de ton pays d'origine, Alors la je vais essayer de France. faire court parce que c'est vrai que c'est une très longue histoire, mais pour vraiment faire très très simple, je me suis passionné d'oiseaux depuis que j'ai 13 ans. Et donc très rapidement, j'ai décidé que ce serait mon travail. Alors je ne savais pas ce que j'allais être, j'ai commencé par être guide, c'est-à-dire que je prenais des clients de Belgique et de France. À l'époque, c'était en 91 quand même que j'ai commencé. Il semble que j'étais le premier francophone à faire ça au niveau professionnel dans toute l'Europe. C'était quelque chose de très rare à l'époque. Maintenant, ça s'est vraiment démocratisé, on va dire. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et j'emmenais des gens surtout en Afrique. Et donc, après, de fil en aiguille, je me suis intéressé à former les gens sur place en Afrique, à participer à des projets de conservation également en Afrique, en Amérique du Sud. Et puis voilà, au fur et à mesure. Alors maintenant, ici, je suis en voyage dans des conditions difficiles, mais ça, c'est plus particulier. Je devais m'installer aux Philippines. Puis les Philippines ont fermé avec la pandémie, et donc j'ai dû... en fait, j'ai voyagé en attendant. Je pensais que le pays allait rouvrir. Puis il a rouvert que 2 ans après, donc j'ai changé les projets. Enfin bon, voilà. Ça, c'est un peu, je dirais, une longue histoire. Mais l'idée d'aller loin, sous les tropiques, etc. Donc c'est mon intérêt pour la biodiversité, en particulier les oiseaux, qui est ma spécialité. Ouais. Est-ce que tu peux juste nous décrire en quelques mots, parce que quand on a commencé cette conversation, tu avais derrière toi une fenêtre avec une nature incroyable, et tu me décrivais des toucans, des oiseaux, enfin comme nous, on a l'habitude de voir que dans des musées, et tu me dis, mais ici, il y en a partout, ils sont en liberté, des grands haras. Est-ce que tu peux nous faire rêver? Et puis après, évidemment, dans le montage, peut-être rajouter quelques images Oui, oui, bien sûr. du En, cadre de vie dans lequel tu es. en fait, l'Amérique centrale, enfin de façon générale, tout ce qu'on appelle le néotropical pour les scientifiques, donc l'Amérique latine, on va dire pour faire simple, c'est la zone du monde où il y a le plus de diversité, en particulier pour les oiseaux, de très très loin. Il y a 30% des oiseaux du monde, et parmi les raisons, c'est parce que originellement c'est la zone la plus riche, pour des raisons historiques. Il n'y a jamais eu de glaciation, par exemple, qui a fait diminuer la biodiversité. Donc c'est vraiment une zone qui est très riche à la base. En plus, c'est le continent le moins peuplé de façon générale, donc il reste beaucoup de surface de nature, ce qui permet à beaucoup de populations animales de survivre, en tout cas plus qu'ailleurs. Hein. Je ne dis pas que tout est parfait. Et alors ici au Costa Rica en particulier, puisqu'on y est, c'est un pays qui a basé son économie sur l'écotourisme, en grande partie. Et donc en dehors des zones de culture industrielle, qui malheureusement sont grandes aussi, hein, il n'y a pas que du paradis ici, eh bien il y a des grandes surfaces naturelles, pleines d'animaux. Et donc oui, effectivement, c'est un régal quand on trouve les bons endroits. Ici, je suis à Manzanillo, c'est tout près du Panama, sur la côte nord. Et c'est des densités incroyables. On ne peut pas imaginer ça. Il n'y a nulle part en Europe des endroits équivalents. Et toi, aujourd'hui, en fait, comment tu réussis à vivre? Parce que le coût de la vie est plus faible, mais est-ce que tu as besoin de personnes qui te soutiennent pour être abonné à ta chaîne ou des dons? Comment tu fonctionnes? Parce que c'est une sacrée aventure d'être depuis 2 ans déconnecté de ce qui devait être ton, ta source de vie, puisque tu avais un projet aux Philippines. Maintenant, le projet, je sais, puisqu'on en a parlé, vers le Mexique, mais tu es au Costa Rica et tout le monde se dit, mais comment on peut vivre sans un salaire, sans de l'argent qui tombe régulièrement? Et toi, tu réussis. Et non seulement tu réussis, mais tu es heureux et tu continues à donner en faisant tes vidéos, en racontant, etc. C'est quoi le secret? Ouais, en fait, j'ai jamais eu de salaire. Hein. Quand j'étais indépendant, c'était quand ça tombe, quand il y a des clients, donc j'ai un petit peu l'habitude de ça. C'est pas très confortable, mais bon, c'est le côté négatif de la chose. Mon travail, ma vie, c'est ce que j'aime bien, donc ça compense. C'est comme pour tout, il y a le revers de la médaille, quoi. Maintenant, particulièrement depuis les Philippines, c'est compliqué, mais j'ai eu de l'aide. Je veux dire, les gens ont compris la situation, y compris dans ma famille, également mes followers, etc. Et donc c'est vrai que quand je demande de l'aide, j'en obtiens.
Et donc à court terme, c'est quelque chose qui me permet de survivre. Maintenant, quand je suis au Mexique, et j'y retourne bientôt, normalement, avec ma compagne si tout va bien, hein, puisque les papiers sont en cours, quand je guide, je suis payé quand même. Et puis on a un projet tout à fait sérieux, je ne vais pas te le décrire ici, on en reparlera éventuellement, mais qui devrait nous permettre de vivre. Ceci dit, je reçois des dons réguliers aussi grâce à ma chaîne YouTube. Là pour l'instant je n'ai que 7000 membres, mais je pense pouvoir multiplier par 10 en un an ou deux. Et je pense qu'en arrivant à 10 fois ça, les dons réguliers devraient être suffisants pour vivre dans un pays comme le Mexique, où avec 500 ou 600 euros par mois on vit quoi. Oui, mais c'est ça qui est fascinant. Et d'une part, je pense que même quand tu arriveras à 70 000, compte tenu de l'approche, et j'espère que tout le monde aura la curiosité de creuser, tu es également en termes de YouTube sur la qualité. Puisque ce que tu expliques, c'est que en ayant 7000, ce qui est à la fois un grand chiffre et un petit chiffre à l'échelle de YouTube, tu as une communauté en fait qui est tellement intéressée par ce que tu fais sur les oiseaux et sur les autres sujets qu'ils ont véritablement envie de t'encourager. Moi, je me rappelle de vidéos que j'ai regardées dans les premières que je regardais de toi et où on avait l'impression qu'effectivement, tu avais une caméra, alors tu te filmais quelque part, tu essayais de faire ça bien, et après, il y avait tout un travail de montage, puis il fallait que tu trouves un endroit sur Internet pour envoyer la vidéo, pour vérifier. Enfin, c'est ce qu'on a complètement oublié dans nos pays, en fait. Tout ça, c'est très simple. Et toi, tu es entre un bricolage vraiment moderne, mais finalement, tu as presque un fonctionnement post-moderne. C'est-à-dire que on peut t'imaginer parfois presque avec des générateurs électriques dans la cambrousse qui vont alimenter l'ordinateur, le téléphone, la lumière de l'endroit où tu vis. Mais je remarque quand même qu'autour de toi, c'est des jolies couleurs, c'est très coquet finalement cette maison. Oui, oui, c'est sympa. Dans laquelle tu vis. Oui, oui, c'est tout à fait sympa. Mais et donc gens... tu dis que vous êtes plusieurs touristes ici finalement. Oui, il y a 3 chambres. C'est des gens qui... Ici, je suis dans une petite auberge où il y a 3 chambres, mais de façon générale, en Amérique centrale, les gens sont joyeux. Les gens, c'est un peu comme en Afrique, quoi. Les gens sont colorés, joyeux. Il n'y a pas cette ambiance morne qu'on trouve dans pas mal de pays d'Europe. Je ne vais pas viser des villes ou des pays en particulier, mais je pense que tout le monde comprendra ce que je veux dire. C'est un contraste énorme, et quand je reviens en Europe, c'est toujours en choc. Dès qu'on quitte l'aéroport. J'ai vu une vidéo de toi où tu as une grande assiette de fruits frais devant toi et extrêmement appétissante. Mais dans une autre conversation, tu me disais que au Costa Rica, malheureusement, il y avait beaucoup de fruits qui venaient de l'étranger. C'est-à-dire, malgré cette nature luxuriante, il y a des choses qu'on imaginerait voir produites localement et c'est pas le cas. C'est une bonne remarque. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur l'Amérique centrale, puisque j'ai fait des vidéos sur les endroits où on peut aller vivre si le monde devait complètement changer dans le sens négatif. Et en fait, il y a un problème en Amérique centrale. Non, mais on entend les aras justement donc parler. Écoute, t'as entendu? Ces horribles cris. En fait, il y a un problème en Amérique centrale, c'est qu'en dehors du Mexique, ce sont des pays qui sont complètement contrôlés par les États-Unis. Et le Costa Rica, c'est le numéro 1. Enfin, quoique le Panama doit être au même niveau. Je crois qu'ils utilisent même le dollar américain. Ils n'ont même pas leur monnaie. Mais le gros problème, c'est que les Américains, ils ont besoin d'espace pour leurs activités industrielles. Et quand c'est polluant et quand c'est dérangeant, etc., ils préfèrent aller le mettre à l'étranger et on n'a pas intérêt à refuser. Il y a eu une guerre au Guatemala pour ça il y a une 30aine d'années ou de 40aine d'années de mémoire. Parce que le pays voulait mettre dehors les compagnies bananières qui exploitaient plus de la moitié du pays. Mais ici, ce serait difficile au Costa Rica, parce que le Costa Rica n'a pas d'armée. Alors c'est toujours très intéressant d'avoir 2 points de vue. Moi, j'aime bien l'idée de ne pas avoir d'armée, je suis plutôt un pacifiste, j'aime bien le vivant, j'aime pas la mort, etc. Mais il y a aussi la réalité à côté. Et ne pas avoir d'armée, ça veut dire qu'on est dépendant de quelqu'un d'autre plus fort. Et donc, c'est lui qui décide. Et donc, les compagnies américaines, je peux les citer, puisque c'est tout à fait vérifiable sur Internet. Vous avez Del Monte en particulier et Chiquita. Del Monte, c'est les ananas, surtout au Costa Rica. Chiquita, c'est les bananes. Et ils font des énormes cultures industrielles parmi les pires du monde. C'est pulvérisé par avion. Les employés qui travaillent dedans, ils sont pulvérisés avec. Ils ont l'espérance de vie la plus courte, je crois, de toute la planète. Ces gens, à 40 ans, ils y passent, tellement les produits sont dégueulasses. Et le Costa Rica peut rien faire. Je ne dis pas qu'il veut le faire, parce que le gouvernement, les gens ici, n'ont aucune confiance dans leurs intérêts. Mais même s'ils voulaient,
comment est-ce qu'ils pourraient résister aux États-Unis alors que c'est les États-Unis qui assurent la défense du pays. Donc voilà. Et en fait, même si le Guatemala, le Honduras, etc., ils ont une armée, elle est tellement ridicule qu'en fait, ils sont quand même aussi dépendants des États-Unis. Il n'y a que le Mexique qui a une politique différente. Et donc ça, c'est un gros problème ici pour l'avenir de ces différents pays, depuis le Guatemala, le Belize jusqu'au Panama, quoi. Et sinon, les gens vont plutôt manger des poissons ou il y a des élevages ou autres Ben, au presque tout est Costa Rica? importé aussi, C'est hein, quoi? même les produits d'élevage, où il y a de la pêche, mais ça m'a pas impressionné. Ils mangent pas spécialement du poisson. Ils mangent beaucoup de nourriture. En fait, ils mangent très mal au Costa Rica, soyons clairs, alors que c'est un pays tropical plein de ressources, c'est typique de l'être humain. Et au lieu de ça, il importe de la nourriture des États-Unis, du Mexique, d'Amérique du Sud, des trucs industriels. C'est un peu ridicule. Et une des raisons, c'est que comme les fruits sont importés, puisque les terres fertiles sont aux mains des multinationales, bah, c'est horriblement cher. Et donc comme c'est cher, bah, ils achètent ce qui est moins cher. Et dans les supermarchés, on trouve tous ces produits industriels qu'on trouve partout. Là, je ne vais pas citer de marque, mais suivez mon regard. Et ça coûte moins cher. Et les gens mangent ça. Et donc il y a beaucoup de surpoids, d'obésité. Les gens vivent pas longtemps. Enfin, c'est pas des bonnes conditions. Alors que c'est un pays qui défend Hmm. en humanisme, un très beau niveau d'éducation. Ça, c'est vrai. Parce qu'ils ne dépensent pas pour l'armée, donc ils sont fiers de dire qu'ils dépensent pour la conservation et l'éducation. Ce qui est vrai, mais il n'y a malheureusement pas que des côtés positifs. Et au niveau nourriture, on mange beaucoup moins bien ici qu'au Mexique, et pourtant le Mexique, c'est pas le record du monde. Est-ce que ce que tu disais, et je pense il y a pas mal de personnes qui n'ont pas forcément. Ce que tu disais, je pense qu'il y a du monde qui n'ont pas forcément conscience de ça, c'est que la culture, y compris les cultures de bananes, parce qu'on imagine les bananes comme on voit à la télé, presque un arbre très sauvage qui produit beaucoup de fruits très facilement, etc. Et ce que tu dis, c'est qu'en fait, l'agriculture intensive des bananes, c'est pas du tout ce qu'on imagine. En fait, ça ressemble à quoi? C'est bananier sur bananier en ligne, c'est un peu comme toutes les cultures industrielles, hein. C'est très serré, les arbres sont petits, et donc il n'y a pas grand-chose dedans, surtout que c'est très pulvérisé, donc au final, bah, je vais pas dire que c'est le pire, les ananas, c'est peut-être encore pire, les ananas c'est un véritable désert, mais c'est un peu tout pareil, hein. Vous savez, le thé industriel, le café industriel, tout est mauvais, alors qu'il y a des solutions. Ici, il y a quand même quelques bananiers. Parce que les bananiers, ça pousse vraiment super facilement. D'ailleurs, il y en a dans le jardin. Je en mettrai à l'écran au montage. Ça pousse, il n'y a rien à faire, quoi. Vous plantez votre bananier et puis quelques mois après, quand il devient grand, il produit des bananes. Et donc, il y aurait moyen de faire ça autrement. D'ailleurs, au Mexique, on le fait. Au Guatemala aussi. Et pour vous donner une idée, les avocatiers, c'est pareil. On dit parfois que les avocatiers, c'est une catastrophe écologique. C'est totalement faux. Ça dépend comment on le fait. C'est comme tout, en fait. Mais en arbre n'est pas une catastrophe écologique. Au Guatemala, ça pousse comme de la mauvaise herbe. Ils mettent ça dans leurs champs, y compris dans les plantations de café d'ailleurs. Ça fait de l'ombre pour le café, ce qui est très positif. Donc ils laissent quelques grands arbres sauvages, ils plantent des avocatiers, ils plantent leur café. Ça produit du café bio, des avocats bio qui ne coûtent rien. Au Guatemala, avec 1 euro, vous avez entre 7 et 15 avocats. Vous imaginez? Les mêmes avocats au Costa Rica, c'est 1 euro pièce, quoi. Pour vous donner un peu le contraste. Eh bien, donc c'est absolument fabuleux. Alors pourquoi aller faire des cultures industrielles de quelque chose qui pousse tout seul? C'est vraiment une mentalité, pour moi c'est de l'autodestruction, ça n'a pas de sens, quoi. Parce qu'il y a moyen. Et ici les bananes, ils le Et, font. Donc et les tu parles. bananes... Oui, vas-y. Mais quand on voyage un peu en avion, qu'on va dans des pays avec une faune et une flore très riches, dans les aéroports, justement, tu as, attention, les plumes, les défenses d'éléphants, les animaux un peu sauvages, etc. Il y a du braconnage où c'est un business ou alors c'est très préservé. Comment c'est quoi le rapport avec ces oiseaux, comme tu dis, qui remontent quasiment à la nuit des temps? Alors, c'est une bonne question. C'est difficile de faire une réponse unique. Il y a évidemment du braconnage, ça dépend des pays. Par exemple, il y en a beaucoup plus au Guatemala qu'au Costa Rica, parce qu'il y a beaucoup plus d'efforts ici qui sont faits. Et puis, il y a une particularité du Costa Rica, c'est que la chasse est quasiment interdite. Donc, c'est vrai que si on voit quelqu'un en train de chasser, on se doute qu'il est probablement illégal. Elle n'est pas tout à fait interdite, mais presque. Il y a vraiment très peu de cas. Par contre, la chasse est beaucoup plus fréquente au Guatemala, donc c'est beaucoup plus difficile de trouver un braconnier, par exemple.
Maintenant, les haras, oui, les haras sont très chers. Et donc, il y a des braconniers, même qui viennent de l'étranger, qui traversent du Panama ou du Nicaragua et qui viennent essayer d'en capturer. Il y en a, c'est sûr, oui. Au Mexique aussi. Maintenant, il y a des pays qui sont très stricts. Par exemple, au Brésil, à la frontière, ils vont vous fouiller pour voir si vous avez une plume, ils vont vous arrêter. Costa Rica, on rentre et on sort comme dans un moulin. Donc, voilà. Par contre, il y a peut-être plus d'anti-braconnage sur le terrain. Bon, ça dépend d'un pays à l'autre. Il n'y a pas une réponse unique. Ouais. Quand tu m'avais parlé de ton projet qu'on développera dans une autre vidéo, quand ce sera entre guillemets en train d'être concrétisé, mais tu m'avais évoqué des félins au Mexique. Tu m'avais dit il y a, alors, je sais plus si c'était des pumas ou autre. Raconte-moi ça, parce que j'étais impressionné par les chiffres que tu donnais d'animaux sauvages. Le projet où je compte m'installer, enfin le projet est situé à un endroit en pleine forêt, sur la péninsule du Yucatan, et il y a un parc national, enfin c'est une réserve de la biosphère en fait, mais c'est le même principe, qui s'appelle Calakmul, et qui fait des milliers de kilomètres carrés, je vérifierai, je crois que c'est 7000 kilomètres carrés, donc 700 000 hectares de forêt primaire, et au centre, il y a des ruines mayas. Ça fait du bruit des motos. Hein. T'imagines, tu as l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en réalité, c'est très peu. À l'échelle d'une ville comme Paris où il y a... Donc, les ruines mayas, donc de Calakmul. Et les gens viennent voir les ruines, mais très peu de gens. En fait, quasiment personne ne sait qu'il y a un parc national avec des animaux. Et comme c'est une forêt, c'est bien protégé, il y a quasiment pas de braconnage, il y a des gardes. Non, c'est bien fait. Et il y a des grosses populations de félins, tu as bien retenu. Il y a notamment 500 jaguars, c'est-à-dire la meilleure population d'Amérique centrale, après celle du Darien au Panama. Mais le Darien au Panama, c'est le seul endroit où il n'y a pas de route. C'est le seul endroit où la Transamérica, qui part du Canada jusqu'en Argentine, est coupée, parce qu'il n'y a que de la nature. Donc c'est quand même un endroit unique au monde. Mais en dehors de ça, c'est à Calakmul. Oh non, une coupure de courant. Quand je vous disais que les conditions techniques rendaient le travail plus difficile, vous avez vécu une coupure de courant, ce qui a impliqué une coupure de réseau immédiate. Alors, après, je ne sais plus, 2 jours, nous avons recommencé la discussion. Je vais mettre la suite ici. Et puis, il y a eu un deuxième problème technique, que vous allez voir. Et en plus, il y a eu un changement de puits, ce qui rendait la fin de la vidéo quelque peu caduque. Donc, je vais vous montrer la partie audible et intéressante qui suit. Et puis, à la fin, je vous expliquerai ce qu'il y a eu comme changement et comme problème, pour clôturer convenablement cette vidéo et rajouter quelques mots qui vous donneront, je l'espère, envie d'écouter la suite. Et donc, je ne sais plus où on en était, mais... Si, moi, je sais où on en était. Ah, fantastique. En fait, là où on s'est arrêté, quand la pluie a commencé à tomber chez toi, on essayait de parler un peu de la faune et de la flore autour de toi, et des espèces éventuellement qui étaient endémiques, qui étaient spécifiques. Et tu commençais à esquisser un projet que tu as au Mexique, dans une zone très particulière, où tu allais pouvoir mélanger à la fois de l'hospitalité, donc un restaurant, un peu hôtel, et ce qui est ta passion, c'est-à-dire faire découvrir la nature aux gens, leur montrer les oiseaux, leur montrer la faune et la flore. Et donc, tu avais, semble-t-il, trouvé un endroit qui était parfaitement adapté au Mexique, où tu allais pouvoir peut-être vraiment te sédentariser sur la durée, à part après des années un peu comme un troubadour, en fait, puisque tu es allé là où la vie t'amenait. Alors moi, j'en profite juste pour dire aux personnes qui nous regardent que si elles font l'historique de tes vidéos, il y a une vidéo, moi, qui m'avait passionné un peu comme une aventure initiatique, c'est quand tu t'étais retrouvé quasiment en prison, en fait. Ah ouais. Et j'avais trouvé assez fascinante cette vidéo, parce que tu prenais ça avec beaucoup de recul et beaucoup de sérénité, et tu nous expliquais sans aucune révolte pourquoi ça t'était arrivé et ce que ça voulait dire sur la situation sur place, etc. Et j'avais vraiment apprécié ça, parce que les gens souvent se mettent en colère pour des choses qui sont justes, qui leur arrivent, et ne se mettent pas en colère pour les choses les plus folles et les plus injustes qui leur arrivent.
C'est-à-dire qu'on a du mal à savoir ce qui mérite véritablement toute notre indignation et ce qui mérite nos efforts pour éviter de retomber, entre guillemets, dans les mêmes petites... je vais pas appeler ça une erreur, parce que tu n'avais pas fait d'erreur, hein, mais... Moi, je pense qu'on comprend ce que tu veux dire. Bref. C'est pas le terme me vient, mais je dois dire que je suis impressionné par ta mémoire et ton esprit de synthèse. Très bien, très bien. Et effectivement, en fait, je pourrais encore être plus résumé. Mon idée principale dans la vie, qui m'est amenée par l'effet, non pas par une motivation de départ. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais pas protéger la nature parce que je savais pas qu'elle allait mal. Mon idée, c'est que les choses ne peuvent fonctionner qu'avec de l'argent dans ce monde-ci. Peut-être qu'un jour, ça changera. J'espère que ça changera. Et donc, je veux que la nature soit rentable. Il y a des gens que ça choque, mais moi, je ne vois pas d'autre stratégie pour la protéger. Et pour que ce soit rentable sans la modifier, je ne vois que l'écotourisme. Parce que sinon, qui va payer de l'argent pour conserver de la nature? Quand on demande au gouvernement des fonds pour une réserve, il y a toujours un moment où il n'y a plus de fonds, il n'y a plus d'argent, il y a quelque chose qui peut être plus urgent, comme nourrir les gens, par exemple. Donc, on va couper la forêt pour faire un champ, etc. Et donc, il faut que ce soit une source de rentabilité. Et à partir de ce moment-là, tout le monde voudra la protéger parce que c'est leur ressource. Et en Afrique, ça marche. Au Costa Rica, ça marche. Donc, pourquoi pas là au Mexique où je suis, où pour l'instant, ça ne rapporte presque rien. Parce que tout le monde va voir les ruines mayas, mais personne ne vient voir la forêt. Presque personne. Et donc, j'ai envie que ça change. Et donc, de faire mon business, quelque chose de rentable, de durable, tout en apportant des ressources autour de moi pour que les gens aient envie de protéger la forêt. Au Mexique, en fait, les gens vont à un endroit qui est une espèce de forme de mélancolie que ce que pouvaient être les plages de Floride ou de Californie ou autres il y a 50 ans en disant mais la mer est plus bleue, etc. Alors qu'en réalité, la plus grande nouveauté à découvrir finalement au Mexique, c'est cette forêt, c'est les montagnes, mais effectivement aussi les ruines. Moi, je me rappellerai toujours que j'ai découvert le Grand Canyon, Bryce Canyon, enfin cette région aux États-Unis, parce que j'allais à Las Vegas. Et donc c'est intéressant d'avoir les deux aspects. Donc l'icône touristique et la nouvelle icône, parce qu'en réalité la vraie icône c'est le Grand Canyon et c'est pour ça que Las Vegas s'est installé ici, parce qu'à l'origine les gens allaient à la destination Grand Canyon et autres. Et comme ils y passaient un peu de temps et qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, c'était bien d'y mettre un casino. Et désolé. Et donc les gens allaient donc dans ces endroits-là pour faire du tourisme, Grand Canyon, etc. Et ils profitaient de leur temps libre pour aller jouer au casino. Et puis les casinos sont devenus puissants. Il y a eu, c'est devenu d'immenses hôtels, d'immenses lieux. Donc les entreprises ont fait leurs séminaires, etc., en disant tiens, là-bas il y a des hôtels pas chers, il y a plein de concerts, de spectacles, etc. Et en plus, tu vois, Las Vegas c'est un peu comme Dubaï. Hein, c'est des villes où t'as tout, t'as du karting, de la Formule 1, un peu de tourisme dans le désert. Et alors j'espère que ça ne deviendra pas ça chez toi, mais je sais que ça ne deviendra pas parce que tu veux faire ça de façon, je ne vais pas dire élitiste parce que c'est pas ton intention, mais en fait je pense que votre cible c'est d'être capable d'accueillir 30-40 personnes en même temps dans l'hôtel. Là les frères avec qui je travaille ils ont 3 hôtels déjà, mais en tout j'ai pas compté, mais ouais non un peu plus que ça ouais. Ouais, plutôt une cinquantaine. Ah oui, donc c'est vraiment... Alors, vous avez dû remarquer que le son avait considérablement diminué, et en plus ça résonne quand c'est moi qui parle. En fait, c'est mon micro qui apparemment s'est déconnecté, je ne sais pas pourquoi, en plein milieu comme ça de la conversation. Bon, donc, ça rendait déjà la vidéo plus difficile à suivre, et il se fait que le projet dont nous parlons au Mexique, j'ai toujours envie de le faire, mais il y a eu un problème qui n'est pas directement lié au projet, c'est que ma compagne qui y travaillait avec moi, en tout cas c'était le but, eh bien elle n'a pas obtenu son visa de travail pour le Mexique. Alors on n'abandonne pas, pour l'instant en tout cas on a toujours dans l'idée d'y aller, mais ça va être retardé d'au moins 6 mois ou un an.
Il est possible que j'aille même moi-même chez elle d'ici là, à savoir aux Philippines. C'est de l'autre côté du monde. Et donc, ce sera peut-être l'occasion d'introduire le problème du réchauffement climatique, du gaspillage de ressources, etc. Puisque je vais devoir prendre l'avion d'une façon ou d'une autre, parce que je ne vais pas rester au Mexique si ma compagne ne peut pas y rentrer. Et donc, la suite de notre conversation, où je donnais plus de détails sur le projet, tombe un petit peu à l'eau, en tout cas provisoirement, le rend en tout cas moins passionnant. Et la suite, eh bien, il y a des choses qui sont enregistrées, je vais voir là où le micro a fonctionné et là où il n'a pas fonctionné, ce qu'on peut récupérer. Il est très possible que notre prochaine conversation ait justement lieu au Mexique, parce que sauf s'il y avait encore un changement de dernière minute, je compte m'y rendre, j'ai quand même pas mal de choses à y régler, et donc c'est possible que je prenne le temps depuis les Cabanchak, qui est donc l'établissement où je suis installé avec mon partenaire près des ruines de Calakmul, que j'y passe peut-être quelques semaines, c'est quand même des très bonnes conditions, j'ai mes amis qui sont là, etc. Et donc je pourrais peut-être enregistrer depuis ces cabanes la suite de la conversation. Et ce sera l'occasion peut-être, entre autres sujets, de discuter de ce problème. Je vais devoir prendre l'avion pour continuer le projet, et donc je vais avoir une empreinte carbone, etc. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça a du sens? C'est donc, il me semble, un bon prochain sujet. Il y en a plein d'autres, j'ai déjà eu des échanges intéressants avec Bertrand sur Twitter concernant la santé, la surpopulation, les ressources. Donc je ne vais pas faire la liste ici, et certainement qu'il y aura beaucoup de vidéos qui vont suivre, en tout cas c'est ce que je souhaite, parce que je pense que les échanges vont être très constructifs. À très bientôt, merci à toutes et à tous pour nous avoir suivis, n'hésitez pas comme d'habitude à partager cette vidéo, liker, commenter, poser vos questions, on en tiendra compte pour la suite des débats, et portez-vous bien.